Je vais te présenter un endroit où les lois de la physique prennent des vacances. Bienvenue au Mystery Spot, où tu pourras assister à toutes sortes de choses invraisemblables qui te laisseront bouche bée. Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de sorcellerie. Il s'agit simplement d'illusions d'optique astucieuses qui perturbent ton cerveau et te font douter de la réalité. À l'époque de la Grande Dépression, les gens avaient besoin de distractions amusantes. C'est ainsi que l'industrie du divertissement a eu l'idée de créer les Mystery Spots. L'un des plus célèbres se trouve près de Santa Cruz, en Californie. Et déjà ce nom est intriguant, n'est-ce pas? Une fois à l'intérieur, tu verras des gens debout sur un sol incliné ou à des angles impossibles sur une surface plane. Tu verras une balle remonter une rampe en défiant la gravité et la logique. On se croirait dans une fête foraine, mais sans tous ces clowns effrayants. L'endroit est connu pour ses démonstrations qui, sur le chemin pentu qui mène au bâtiment, et à l'intérieur même de celui-ci, semblent passer outre les lois de la gravité et de la physique. La hauteur et l'orientation des objets te paraîtront erronées. Parmi les illusions, tu verras des balles rouler vers le haut et des personnes se pencher plus bas que ce qui est normalement possible sans tomber. Les psychologues de Berkeley affirment que toutes ces perceptions erronées proviennent du simple fait que la maison est inclinée à un angle de 20 degrés. Notre prochaine étape se situe également aux États-Unis, mais cette fois au barrage Hoover dans le Nevada. Ici aussi, la gravité semble se jouer de nous. Si tu t'y rends un jour, fais l'expérience suivante. Verse l'eau d'une bouteille sur le barrage. Tu verras qu'au lieu de descendre, l'eau se mettra à couler vers le haut. La raison en est un courant ascendant très puissant créé par la structure du barrage. En d'autres termes, l'eau est emportée vers le haut par le vent. Cette bizarrerie n'est pas propre au barrage. Il existe une cascade inversée dans les îles Féroé. Ce phénomène météorologique naturel est connu sous le nom de chute d'eau inversée. Imagine un gigantesque tourbillon d'embrun remontant le long d'une falaise rocheuse et abrupte de 470 mètres de haut. Comment ce phénomène fou se produit-il? Tout simplement grâce à une colonne d'air en spirale qui tourne à proximité des falaises en créant un effet de mini-tornade. Lorsque le vent atteint le bord de la falaise, il augmente en force et entraîne l'eau côtière, qui éclabousse alors la falaise et crée un immense entonnoir d'eau et de vent. Apparemment, ces chutes d'eau inversées existent dans différents endroits, près des falaises de Moher en Irlande, dans les montagnes d'Islande, et même sur le site des chutes de Waipuya à Hawaï. C'est dire si Dame Nature sait faire preuve d'habileté. Ah, la colline magnétique du Ladakh, en Inde. La destination ultime pour un road trip hallucinant. Ici, tu pourras voir des objets et des voitures remonter une colline comme s'ils étaient pris dans une espèce de vortex magnétique. Il s'agit d'une illusion d'optique due aux pentes et à la configuration générale du paysage. La route semble monter, mais en réalité elle descend, et joue un tour à ton cerveau comme un malicieux magicien. Il se peut aussi que tu vois ta voiture se déplacer toute seule au point mort. Non, elle n'est pas hantée. Il ne s'agit que de physique élémentaire. Même lorsque le moteur est éteint, les roues peuvent encore tourner grâce à l'élan et à la pente de la route. Le mont Aragat est assez similaire à la colline magnétique du Ladakh. Lui aussi attire les amateurs de sensations fortes et les passionnés de voitures. Il se trouve à la frontière entre la Turquie et l'Arménie, et il a la réputation de permettre aux voitures de défier la gravité. Des gens du monde entier visitent cette montagne pour assister au spectacle incroyable d'une voiture garée sur la pente qui semble rouler toute seule vers le haut, sans qu'aucun conducteur ne soit derrière le volant. Une rivière voisine coule également en amont. Les personnes qui ont visité ce site affirment qu'il est plus facile d'y monter que d'en redescendre. Notre 6e étape est le rocher d'or de Birmanie. Ce rocher semble sur le point de dévaler la colline à tout moment, mais il ne bouge pas. Il est là depuis plus de 2500 ans. Il s'agit de la pièce maîtresse d'une pagode étonnante qui s'élève à 16 mètres au-dessus du sol. Selon la légende, le rocher serait maintenu en place par une mèche de cheveux de Bouddha. Pas étonnant que cet endroit soit l'un des plus importants sites de pèlerinage bouddhiste de Birmanie. Le rocher aurait été choisi par un roi céleste qui était impressionné par l'incroyable ascèse d'un moine bouddhiste. Il a donc utilisé ses pouvoirs surnaturels pour placer soigneusement ce gros caillou à son emplacement actuel. Et il ressemble un peu à la tête d'un moine. Comme si cela ne suffisait pas, on dit que seule une femme peut déplacer le rocher. Du coup, les femmes ne sont pas autorisées à le toucher. Si l'aventure te tente, va voir ce magnifique rocher et cette pagode, et tu auras l'impression de vivre un rêve éveillé. Retour aux États-Unis. Oregon Vortex se trouve à Sardine Creek, dans l'Oregon. Cette attraction touristique existe depuis 1930. Esseuse propriétaire affirme que le site est le lieu d'une activité paranormale. Mais il est évident qu'il s'agit en fait d'astucieuses illusions d'optique.
La légende raconte qu'avant même la construction de l'attraction, les Amérindiens de la région avaient prévenu que ces terres étaient interdites. Même les chevaux refusèrent de s'y rendre. En 1904, des chercheurs d'or y établirent un laboratoire, mais leur bâtiment finit par glisser à un angle bizarre. Imagine un peu, tu es dans un endroit confortable, loin de la pollution lumineuse de la ville, et tu admires les milliards d'étoiles qui illuminent la voûte céleste au-dessus de ta tête. Mais si tu as la chance de te trouver à Marfa, au Texas, tu auras droit à un petit quelque chose en plus. De mystérieux globes de lumière, brillants comme des diamants, viennent se joindre au spectacle, et ce depuis plus de 100 ans. Mais de quoi s'agit-il? On les appelle les lumières de Marfa. Plusieurs théories ont été avancées. Certains pensent qu'il s'agit simplement des phares des voitures roulant sur une autoroute voisine, mais ce n'est pas très intéressant. D'autres pensent que ces globes sont des créatures qui essaient de transmettre un message aux simples mortels que nous sommes. Imagine-toi au bord d'un lac magnifique où tu peux admirer la vue pittoresque d'un volcan majestueux. Soudain, tu entends un grand boom et tu vois des flammes s'élever comme un feu d'artifice. Mais ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas d'une éruption, c'est simplement le kawaii-gen qui, dira-t-on, s'exprime. Ce spectacle est dû à un phénomène naturel dans lequel des gaz sulfuriques traversent les roches et prennent feu au contact de l'air extérieur. Le résultat ? Des flammes qui s'élèvent jusqu'à 5 mètres de haut et bleues comme les néons les plus cool du monde. Et comme si cela ne suffisait pas, le soufre liquide qui coule sur les flancs de la montagne ressemble à une rivière de lave bleue électrique. C'est un spectacle à la fois terrifiant et époustouflant que tu ne seras pas prêt d'oublier. En parlant de choses inoubliables, le dôme de Risha en Mauritanie est une énigme pour les astronautes depuis le début du programme spatial de la NASA. Cette structure circulaire de la croûte terrestre est le résultat d'un phénomène volcanique géant totalement effondré à la suite d'une longue érosion différentielle. En allant du centre de la structure vers l'extérieur, on remonte le temps, les couches rocheuses les plus anciennes se trouvant au centre. Ce phénomène géologique est constitué de roches sédimentaires et ignées et mesure 45 km de diamètre. Depuis l'espace, on peut voir plusieurs failles où les couches de roches se sont déplacées et séparées. Le dôme de Risha se trouve au cœur du désert du Sahara. Et voilà, c'était notre top 10. Souhaiterais-tu ajouter quelque chose à cette liste ? C'est très bizarre, se dit Suzy en regardant un arbre auquel est attaché un bandeau jaune. Cela fait 1 heure qu'elle se promène dans une étrange forêt au sud du Japon, et il semble qu'elle soit perdue. Elle a accroché le bandeau à l'arbre il y a 30 minutes et a commencé à s'en éloigner. Elle n'a pris aucun tournant. Elle a marché tout droit. Et puis, 1 demi-heure plus tard, elle est revenue à cet arbre. Suzy n'a pas pu s'éloigner beaucoup du village le plus proche. Elle a l'impression que la forêt essaye de la tromper. Les arbres se déplacent pour la retenir prisonnière de cet endroit. Tout cela ressemble à un film d'horreur. La nuit venue, un mystérieux monstre invisible va sans doute apparaître et accrocher aux branches des totems flippants faits de petits bâtons. N'importe qui aurait paniqué et commencé à crier à l'aide. Mais pas Suzy. Elle sourit face à n'importe quel danger. D'ailleurs, son téléphone et Internet fonctionnent, alors tout va bien. Elle fait quelques pas sur le côté et attache un bandeau bleu à un autre cèdre. Puis, elle commence à marcher sur un chemin étroit, s'éloignant de plus en plus de l'arbre marqué. Elle remarque quelque chose. Le chemin a une forme légèrement incurvée. Suzy commence à courir droit devant elle et revient à l'arbre marqué 10 minutes plus tard. Pendant tout ce temps, elle n'a fait que marcher en cercle. Suzy s'éloigne vers un autre arbre et remarque un autre chemin incurvé. Elle prend son téléphone, ouvre une carte en ligne et repère son emplacement grâce à des photos satellites. C'est incroyable. Les arbres à cet endroit poussent en formant des cercles concentriques. Il y a plusieurs rangées ici. Cela ressemble à de mystérieux motifs circulaires que quelqu'un aurait laissés sur des champs dans le monde entier. Choquée, Suzy se filme avec son téléphone pour informer ses abonnés qu'elle a trouvé une étrange anomalie naturelle. Pendant qu'elle filme, elle entend quelqu'un rire. C'est un homme qui se tient à côté d'elle. Il trouve drôle qu'elle parle si sérieusement de cette forêt. Il lui dit qu'il n'y a rien d'inhabituel ici. C'est à cause des gens que les arbres poussent en rond. En 1973, ils ont planté exprès des cèdres de cette manière et ont créé 10 cercles concentriques verts. Ils ont fait cela à titre d'expérience, pour découvrir comment les arbres pousseraient dans de telles conditions. On appelle ça la foresterie expérimentale. Les arbres ont commencé à pousser en forme convexe en se déployant symétriquement. Cela a prouvé que la taille des espaces entre les arbres affecte leur croissance.
Au départ, ils ont dû couper les arbres conformément au plan. Mais l'endroit est devenu populaire auprès des touristes et des habitants qui aiment prendre de belles photos à l'aide de drones et se promener dans les chemins incurvés de ce petit labyrinthe. Suzy est un peu contrariée. Elle informe ses abonnés qu'il n'y a rien de mystérieux ici. Le type qui lui a parlé des cercles lui propose de visiter la mystérieuse forêt tordue en Pologne. Là, elle verra certainement un phénomène étrange. Mais avant d'y aller, elle décide d'aller voir un autre endroit passionnant du Japon. Elle arrive dans le village de pêcheurs d'Aoshima. Les premiers habitants que Suzy rencontre ici sont des chats. Ils sont partout et plus nombreux que les humains. Ils vivent ici grâce à l'abondance de poissons. Autrefois, cet endroit était infesté de rats, qui abîmaient les bateaux de pêche. Les gens ont fait venir des chats pour combattre les rongeurs. Après que tous les rats aient disparu, les chats sont restés. Depuis, les gens les considèrent comme des citoyens à part entière. La vidéo avec les chats est celle qui récolte le plus de likes sur la chaîne de Suzy. Mais maintenant, comme elle l'a promis, il est temps d'aller en Pologne. La forêt a l'air bizarre à cause de ces arbres tordus. Les parties inférieures de leur tronc sont courbées, ce qui leur donne l'air de ventre. Un fait tout aussi étrange est qu'ils pointent tous vers le nord. Suzy fait le tour de la forêt et compte environ 400 arbres. Il semble que les gens aient altéré leur forme, mais à ce jour, il n'y a aucune preuve de cela. On pense que les arbres ont été plantés dans les années 30 et qu'ils ont été endommagés pendant leur croissance à un âge précoce. Personne ne sait dire pourquoi. Il y avait un petit village près de la forêt. Ses habitants connaissaient probablement le secret, mais malheureusement, le village a été détruit il y a plus de 70 ans. La clé du mystère a disparu avec lui. Bien sûr, les scientifiques avaient des hypothèses, mais elles ont toutes été rapidement réfutées. Peut-être que cette forme incurvée a été causée par une anomalie génétique. Il existe des arbres avec des troncs similaires dans d'autres forêts de la planète. Mais ici, les courbes semblent trop parfaites et soignées. C'est comme si un artiste avait façonné ces troncs. Cela suggère qu'un élément de l'environnement les a affectés. On peut trouver des arbres similaires partout dans le monde, mais la plupart du temps, ce sont des solitaires et ils ne poussent jamais en si grande troupe. Peut-être que la neige tombe sur leur cime chaque hiver, et que les troncs plient sous son poids. Mais alors, pourquoi seule la partie inférieure se déforme-t-elle? Et pourquoi les autres arbres de la forêt ont-ils l'air normaux? De plus, il n'y a pas d'explication sur la raison pour laquelle ces arbres pointent vers le nord. Cela remplit-il une fonction quelconque? La théorie la plus plausible affirme que les agriculteurs locaux ont influé sur la forme des arbres afin de créer des meubles et certains éléments pour la fabrication des bateaux. Il est rapide et facile de fabriquer un panier à partir d'un tel arbre, par exemple. D'ailleurs, manipuler la croissance des arbres était une pratique courante chez certaines tribus anciennes d'Amérique. Ils déformaient les troncs pour communiquer et se repérer à travers les forêts. Tout cela est intéressant, mais maintenant, Suzy veut voir quelque chose d'effrayant. L'un de ses abonnés lui conseille de visiter une forêt d'épouvante. Cet endroit est situé sur une île, à 27 km au sud du centre de Mexico. Suzy arrive sur un petit bateau. Dès qu'elle met pied à terre, elle se met en direct sur son téléphone. Elle filme des poupées accrochées à des arbres partout sur l'île. Elles ont des vêtements, des tailles et des visages différents. Il y a environ une douzaine de poupées effrayantes sur chaque arbre. La pluie et le soleil ont déformé leurs visages. Elles sont recouvertes de mousse et de verdure et ont pris des formes sinistres. Il y a des rumeurs selon lesquelles elles prennent vie la nuit. Tu veux vérifier? Écrit l'un des abonnés. Pas de problème, Suzy est d'accord. Le soleil descend sous l'horizon et l'obscurité tombe sur la forêt. Suzy se promène parmi les arbres. La lune éclaire son chemin. Elle fait un feu pour se réchauffer. À ce moment-là, elle entend un bruit étrange. Elle remarque quelques mouvements du coin de l'œil. Son téléphone s'éteint. Suzy lève les yeux et voit qu'une des poupées, éclairée par les flammes, tourne la tête dans sa direction. Suzy crie et s'enfuit de cet endroit en courant. Bien sûr, la poupée n'a pas bougé. On peut remarquer la présence d'un petit oiseau assis derrière la tête du jouet. Quelques jours plus tard, Suzy a découvert qu'un habitant de Mexico s'était installé sur l'île dans les années 50 et l'avait remplie de poupées. Il les a récupérées dans les décharges et les canaux autour de l'île. Il a passé plusieurs années à décorer chaque arbre. Au début, cela avait l'air étrange et excitant pour les touristes. Puis, comme les poupées ont commencé à vieillir et à moisir sur place, cet endroit est devenu encore plus intrigant. Il existe plusieurs légendes sur les raisons de son obsession. Bon, Suzy en a assez de ces mystères et de ces endroits glauques. Maintenant, elle veut admirer quelque chose de majestueux qui a été créé par la nature. Elle arrive dans le parc national de Sequoia en Californie, où poussent les plus grands arbres du monde. Bouche bée, elle admire l'arbre le plus massif qui soit, un séquoia géant. Il s'appelle General Sherman, et il a environ 2000 ans.
Le volume de cet arbre fait presque la moitié de celui d'une piscine olympique. Mais malgré son âge, ce n'est pas le plus vieux. Certains séquoias du parc sont apparus il y a 3000 ans. Et l'arbre le plus haut du monde pousse ici, en Californie. Il s'appelle Hyperion et sa hauteur atteint 115 mètres. Cela représente un tiers de la hauteur de la Tour Eiffel. Imagine la vue que l'on doit avoir du haut de cet arbre. Maintenant, Suzy est sur l'île de Madagascar. Elle va voir les fameux baobabs. On dirait que quelque chose les a arrachés du sol, les a retournés et les a replantés à l'envers. Les baobabs font partie des plus beaux arbres du monde. La plupart d'entre eux se trouvent ici, dans l'allée des baobabs. Mais tu peux aussi les trouver en Australie et en Afrique du Sud. Leurs troncs sont semblables à des éponges. Ils se dilatent et absorbent l'humidité pendant la saison des pluies. Les éléphants aiment la boire, ils arrachent et mâchent les parties du tronc pour étancher leur soif. La nuit, des fleurs éclosent sur les baobabs. Elles sentent le lait tourner et attirent les chauves-souris. Mais la chose la plus intéressante est que le baobab ne se dessèche pas et ne tombe pas comme les autres arbres après la fin de sa vie. Il s'effrite, se tasse et laisse un tas de morceaux sur le sol. Alors que tu fais ton premier pas hors de l'avion, une foule enthousiaste de manchots empereurs t'entoure, te poussant et te bousculant, réclamant tous un autographe. Attends, il y a pire. Tu ressens un frisson comme tu n'en as jamais ressenti auparavant. Même si tu es équipé de plus de 9 kg d'équipement, le vent glacé te transperce toujours. La lumière aveuglante du soleil te brûle les yeux sans pour autant t'aider à te réchauffer. Oui, c'est ton premier jour au pôle Sud et ça n'a pas été facile de venir ici. Tu rencontres ton coordinateur prêt à commencer ta nouvelle vie dans l'endroit le plus isolé du monde. Tout en récupérant tes bagages, tu regardes tes compagnons. Vous avez tous passé les mêmes tests physiques et psychologiques rigoureux pour vous préparer à cet environnement unique et stimulant. Le programme devait s'assurer que vous étiez capable de supporter des mois d'isolement, des températures glaciales et des cycles nocturnes inhabituels. Le pôle Sud n'a qu'un seul coucher et un seul lever de soleil sur une année entière. Sans compter les tests physiques qu'il faut passer. Les chercheurs ont besoin d'un certificat de bonne santé lorsqu'ils partent, car il n'y a généralement qu'un seul médecin sur la base. Tu hésites au début, ne voyant rien d'autre devant toi qu'un désert glacé sans fin, mais il ne te faut pas longtemps avant de remarquer un grand bâtiment au loin. C'est la station Amundsen Scott du pôle Sud. Après une longue marche à travers la neige profonde, tu l'atteins. Un pas à l'intérieur et tu arrêtes immédiatement de frissonner. Il fait si chaud que tout le monde se promène en t-shirt. Tu oublies presque que tu es dans l'endroit le plus froid de la planète. Tu es surpris de voir le nombre de personnes qui viennent te saluer. Et ce ne sont pas des manchots. Ces chercheurs sont en poste pendant tout l'été. Ils étudient divers éléments dans les climats extrêmes du pôle Sud. Tu es officiellement accueilli avec une présentation dans la salle de conférence. Les règles de base peuvent t'aider au cas où les choses tourneraient mal. Tout est rigoureusement organisé, des provisions à la gestion des déchets. La station recycle tout ce qu'elle peut, même les différentes sortes de piles. Tout ce qui ne peut pas être recyclé est envoyé de l'autre côté de l'océan, dans une décharge située en Amérique du Sud. Ensuite, le coordinateur t'accompagne à ton dortoir, qui sera ton nouveau chez-toi pour la durée du séjour. Tu as hâte de dire à ta famille et à tes amis à quel point le pôle Sud est étonnant. Et heureusement, la station est équipée d'un accès Internet. Mais dès que tu ouvres YouTube et que tu cliques sur une vidéo, tu es accueilli par un interminable panneau de chargement. Le manque de satellites au-dessus de l'Antarctique signifie que tu devras t'habituer à une connexion ralentie pendant un certain temps. De ta fenêtre, tu peux voir le paysage enneigé qui s'étend devant toi. Contrairement à la zone qui entoure la côte du continent, le pôle Sud est complètement dépourvu de vie. Aucune plante ni aucun animal n'est capable de braver les conditions si loin à l'intérieur des terres. À l'exception de quelques oiseaux occasionnels qui sont emportés par le vent, toute la région n'est qu'une mer de glace désolée. La station d'Amundsen Scott semble bien seule dans ce désert. Le camp de base a besoin de toutes sortes de gens pour pouvoir survivre dans cet environnement unique. Il faut des cuisiniers, des plombiers, des électriciens, des médecins et d'autres employés pour faire fonctionner les choses afin que les scientifiques puissent faire leurs recherches. Mais tu seras peut-être surpris de voir à quel point les conditions de vie sont agréables pour tous ces travailleurs. Bien sûr, tu trouveras les installations de recherche habituelles et les laboratoires, mais aussi de nombreuses salles réservées aux activités ludiques. La base a son propre terrain de basket, où les différents départements peuvent régulièrement se mesurer les uns aux autres.
Il y a même des salles entières réservées à la musique et aux arts. Et surtout, il y a un dentiste qui peut s'assurer que tes dents ne sont pas abîmées. N'oublions pas la cafétéria qui sert des plats du monde entier. Tu as envie d'une délicieuse salade verte? Alors rends-toi à la serre pour cueillir des fruits et des légumes frais. Tu y trouveras des tomates, des avocats, de la laitue et même des fruits tropicaux. La serre est peut-être aussi l'endroit le plus humide de tout le continent. Étonnamment, elle est si efficace qu'elle peut produire environ 9 kg de produits par semaine. Il n'y aura pas non plus de pénurie d'eau. La base est installée sur une réserve presque infinie d'eau douce. L'équipe n'a qu'à placer la glace de l'Antarctique dans des générateurs spécialement conçus afin de la faire fondre et de la filtrer en eau potable. Si jamais le stress du climat extrême t'atteint, tu peux simplement profiter du sauna. Une cure au pôle Sud est une expérience unique en son genre. Maintenant que tu connais les installations et que tu peux te déplacer facilement, il est temps de travailler. La base est principalement dédiée à l'astronomie, car le ciel antarctique, très clair, permet aux chercheurs de capturer des images étonnantes de l'espace. L'Antarctique est parfait pour ces photos, car c'est l'endroit le plus sec de la Terre. Il n'y a presque pas de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mais tu es ici pour une autre raison. La station sert aussi à étudier l'activité volcanique. Les scientifiques ont découvert 91 volcans enfouis sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Et c'est à toi de prélever des échantillons sur l'un d'entre eux. Tu ressors dans le froid, tes dents recommencent à claquer. Heureusement, on est loin aujourd'hui de la température la plus basse jamais enregistrée ici. Le pôle Sud a en effet connu une température de moins 85 degrés Celsius. C'est tellement froid que si tu lançais un verre d'eau bouillante en l'air, elle se transformerait en glace avant de retoucher le sol. Il te serait presque impossible de quitter la station par cette température. Le pôle Sud n'a jamais été moins froid que moins 12 degrés Celsius, et c'était au plus fort de l'été. En t'approchant du site de fouille, tu commences à remarquer des changements dans le paysage. Il y a des sommets et des corniches escarpées tout autour. Plus tu t'approches de la côte, plus tu commences à voir de vie animale. Tu peux même voir une colonie de manchots au loin. Tu fais le tour des environs du site en t'attendant peut-être à voir une énorme montagne qui crache de la lave par son sommet. En fait, il n'y a rien du tout en vue. C'est parce que le volcan est juste sous tes pieds. Il fait partie de l'énorme masse terrestre sous la glace qui fait la renommée du continent. L'Antarctique peut ressembler à un champ de glace géant, mais il y a en fait un énorme continent en dessous. Cela signifie qu'il y a des volcans, des montagnes et des vallées comme sur n'importe quel autre continent. Les scientifiques ont récemment découvert que la masse continentale de l'Antarctique abrite le point le plus bas de la planète, ainsi que d'énormes chaînes de montagnes. Si l'un des nombreux volcans entrait en éruption, cela ferait fondre une immense partie de la glace en surface et augmenterait le déversement de glace dans l'océan. Le niveau de la mer s'élèverait et inonderait les zones côtières du monde entier. Les eaux de l'océan seraient également perturbées, ce qui mettrait en danger la vie marine. Mais tu peux t'estimer heureux, tous ces volcans sont actuellement inactifs. Tu peux donc commencer ton travail. Tu commences à déballer ton matériel et à creuser. Ton équipe et toi montez une petite tente pour essayer de rester au chaud pendant que vous suivez les progrès sur des écrans portables. Ton estomac gronde et ton équipe déballe les sandwichs qu'ils ont apportés avec eux. Il n'était pas nécessaire de les transporter dans une glacière pour des raisons évidentes. En sentant la nourriture, les oiseaux de l'Antarctique commencent à faire des cercles au-dessus de vous pendant que vous mangez. Alors que tu t'allonges pour dormir, tes 3 couches de vêtements ne semblent guère mieux te protéger qu'un vulgaire t-shirt. Tu en mets encore plus et tu fermes la tente pour pouvoir enfin te reposer. Un vent fort souffle sur la tente et tu crois entendre un rugissement dehors. Tu paniques, mais tu te souviens qu'il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique. En fait, il n'y a pas de grands prédateurs du tout, donc tu peux dormir tranquille. Tu te réveilles et le ciel n'a pas changé de toute la nuit. Chaque jour dure 6 mois sur ce continent. Ton travail est terminé, tu peux donc faire tes bagages et commencer le long voyage du retour vers la base. Quelques heures plus tard, tu reviens dans les plaines plus familières du pôle Sud et finalement dans la chaleur de la station de recherche. Tes premiers jours sur la station ont été un grand succès. Tu nous auras peut-être aidé à comprendre un peu mieux ce continent mystérieux. Mais il y a sûrement encore beaucoup d'autres surprises cachées sous la calotte glaciaire. Qui sait ce que nous pourrions trouver à l'avenir ? Les cavernes de marbre au Chili sont l'une des merveilles naturelles les plus lointaines du monde. La cathédrale, la chapelle et la grotte sont les 3 principales attractions.
Il s'agit d'un ensemble noir et blanc de cavernes, de colonnes et de tunnels en marbre. Les vagues les façonnent depuis des milliers d'années et elles sont toujours aussi fortes. Les grottes et les vagues d'eau turquoise s'associent pour créer un superbe spectacle de lumière. Lorsque l'été commence, une rivière d'apparence ordinaire en Colombie se transforme en un arc-en-ciel liquide. Le Caño Cristales, également connu comme le plus beau fleuve au monde, brille en 5 couleurs, rouge, noir, vert, bleu et jaune. Il a cette apparence pendant 6 mois par an, grâce à une plante aquatique particulière qui produit toutes ces couleurs. Elle a besoin d'une quantité parfaite de soleil et d'eau pour opérer sa magie. La rivière de Daoki, en Inde, est le rêve de tout kayakiste. Elle est couleur émeraude et si transparente que l'on peut voir jusqu'au fond. Des galets, des pierres et de beaux poissons, les bateaux de pêche colorés semblent flotter sur du verre. Les seuls sons que tu peux entendre sont le gargouillis de la rivière et le passage occasionnel d'un oiseau. L'un des villages les plus propres du monde n'est pas loin de la rivière émeraude. Il compte 3 nettoyeurs de rue qui travaillent tous les jours, même en cas de forte pluie. Les habitants plantent des fleurs et des buissons dans tout le village et les voitures ne sont pas autorisées. Les frais de parking des touristes servent à payer encore plus de nettoyage des rues. La peine pour abandonner des détritus, une amende ou même la prison. Le Blue Lake en Nouvelle-Zélande est l'un des lacs les plus clairs au monde. C'est comme si on regardait de l'eau distillée. On peut même voir des nuances de bleu-violet, ce qui est vraiment rare. L'eau provient de son voisin, un lac glaciaire. Les Maoris locaux ne te permettent pas de te baigner dedans. Tu ne peux même pas y tremper tes pieds. Ils pensent que le lac possède des pouvoirs spéciaux. La plage de Luskentyre est une étendue infinie de dunes de sable blanc et d'eau parfaitement bleue. Mais ne te laisse pas tromper par cette ambiance tropicale. Elle se trouve en Écosse. C'est pourquoi elle est belle de mai à juin. En décembre, l'endroit ne reçoit qu'1 heure de soleil par jour, ce qui lui donne un aspect plutôt morose. Le lac des 5 fleurs dans la vallée de Yuzaigu, en Chine, passe du jaune au vert émeraude, du jade foncé au turquoise clair et parfois même à la couleur corail, dont j'ignorais l'existence. Il ne gèle jamais grâce aux sources chaudes sous-marines et ne s'assèche jamais comme certains de ses voisins. La légende locale prétend qu'il est fait avec les morceaux d'un miroir tombé du ciel. La vallée qui l'entoure possède certaines collines classiques, avec des grottes en surface, des chutes d'eau spectaculaires, environ 140 oiseaux différents, et quelques pandas géants et autres plantes et animaux en voie de disparition. L'océan austral, près de l'Antarctique, possède l'air le plus pur au monde. Il est tellement clair que les scientifiques n'ont pratiquement pas trouvé d'ADN à analyser, juste quelques bactéries marines. L'Antarctique est composé à 99% de glace et possède des glaciers bleus époustouflants, des volcans actifs et les meilleures images de neige écroustillantes du monde. Le mont Haleakala, à Hawaï, est l'un des endroits les plus calmes du monde. Les gardes forestiers mesurent souvent ici le son à 0. Son nom en hawaïen signifie « maison du soleil ». Il s'est formé grâce à un volcan vieux d'1 million d'années. La lave s'est accumulée au fil des ans et s'est transformée en une montagne. Elle a son propre climat et son propre temps, qui est presque impossible à prévoir. Maintenant, il faut presque 1 semaine de bateau pour aller de l'Afrique du Sud jusqu'à la localité la plus isolée du monde, Édimbourg des 7 mers. C'est quand même chic comme nom. Tu dois obtenir une autorisation spéciale des autorités locales pour t'y rendre. Les quelques 300 habitants te traitent tous comme des membres de la même famille, cultivent leur propre nourriture et gardent leur île impeccablement propre. La forêt de Daintree en Australie est la plus ancienne forêt tropicale du monde. Elle existe depuis plus de 100 millions d'années et abrite 12 000 types d'insectes et environ 90% de la population australienne de papillons et de chauves-souris. Elle abrite également environ 3000 espèces de plantes différentes. L'archipel Bazaruto, dans l'océan Indien, possède un sable blanc comme du cristal et des récifs coralliens que personne n'a touchés, et presque aucun touriste. C'est une réserve marine officielle, la pêche commerciale y est donc interdite. On peut cependant encore voir des pêcheurs dans de vieux bateaux traditionnels. C'est pourquoi les coraux sont encore en parfait état. Bazaruto abrite aussi quelques-uns des derniers siréniens. Une mystérieuse bambouseraie émeraude est située à quelques minutes du train de Kyoto. C'est comme un portail vers un autre univers. Les grincements et bruits de fond en font l'un des 100 meilleurs paysages sonores du Japon. Des artistes locaux fabriquent des paniers, des dessous de verre et des baguettes, tous faits à partir du bambou. La forêt pluviale de Great Bear, en Colombie-Britannique, est célèbre pour ses 2 cèdres vieux de 1000 ans, ses chutes d'eau couvertes de mousse, son eau de la couleur du granit et ses ruisseaux cristallins. Elle abrite le rare ours Kermode, de couleur crème, également connu sous le nom d'ours esprit. On trouve des cerfs de Sitka, des loups gris, des cougars, des chèvres de montagne, des orques, des saumons, des otaries, des loutres de mer, des baleines à bosse. Tu vois le tableau. Le secret de cette couleur de barbe à papa à Pixen Beach à Barbuda est qu'elle est faite de coraux écrasés avec de minuscules choses rouges unicellulaires qui vivent en dessous.
Tu peux voir cette célèbre teinte rose quand les vagues sont assez fortes. Cet endroit n'a pas d'installation prévue pour recevoir du public et donc il est beaucoup moins fréquenté que les autres îles des Caraïbes. Et c'est pourquoi il est si propre. Il a fallu des milliers d'années pour former les étangs de Picaninny en Australie. L'eau souterraine est remontée lentement jusqu'à la surface à travers tout ce calcaire. Elle a formé une grande caverne sous-marine avec des parois d'une blancheur étonnante. Il faut un permis spécial pour plonger ici, mais cela vaut vraiment la peine. La Laponie en Finlande a un air parmi les plus purs au monde. Elle possède également des aurores boréales spectaculaires, des arbres parsemés de neige et des paysages d'une blancheur infinie. Les premiers humains sont arrivés ici il y a environ 7000 ans. C'étaient principalement des éleveurs de rennes et aujourd'hui il y a plus de rennes qu'il n'y a d'hommes et les rennes ne polluent pas vraiment. Le parc national des lacs de Plitvice est l'une des attractions touristiques les plus populaires en Croatie. Il compte 16 lacs clairs et colorés, tous connectés par des chutes d'eau. On peut y trouver des cerfs, des ours, des loups, des sangliers et des oiseaux rares qui errent et profitent de cette nature intacte. C'est un site qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, alors ils doivent le garder propre. Il y a 60 millions d'années, un grand volcan s'est réveillé en colère dans l'actuelle Irlande du Nord. Il a craché un tas de basalte fondu, un type de lave particulier. Elle s'est refroidie et s'est transformée en 40 marches imbriquées les unes avec les autres qui mènent jusqu'à la mer. La légende locale prétend que leur forme est parfaite, parce qu'elles ont été fabriquées par un géant irlandais. Il a dû construire une route vers la mer pour atteindre son ennemi en Écosse. Badabisurt, dans le nord de l'Iran, possède des terrasses en travertin uniques. En fait, c'est un énorme escalier. Cela a pris des milliers d'années à se former. 2 sources d'eau chaude minérale différentes coulent vers le bas, laissant derrière elles une boue gélatineuse. La pente a pris la forme d'un escalier lorsque l'eau s'est refroidie. Et les sources sont toujours actives. L'une a des propriétés curatives, l'autre produit une poussière qui rend l'eau orange. Quand le soleil paraît, tout devient rouge, orange et jaune. La Laguna Colorada est un lac salé en Bolivie. C'est un véritable aimant pour les photographes du monde entier. Elle tire sa couleur rouge cramoisie des algues et des riches minéraux présents dans l'eau. Elle est entourée de plaines désertiques de haute altitude, de volcans, de boue bouillonnante, de neige et de rochers avec des formes étranges. Elle abrite 3 des 6 espèces de flamants du monde qui viennent ici pour se remplir de plancton. Les flamants naissent blancs mais deviennent roses à cause de toutes ces algues rouges. La rivière enchantée d'Inatuan est l'un des joyaux naturels qui demeurent parmi les plus intacts et les plus secrets des Philippines. Elle est cachée derrière des montagnes et personne ne sait vraiment d'où vient son eau. Il y a beaucoup de poissons colorés qui nagent autour. Mais d'où viennent-ils? Où vont-ils? Personne ne le sait. La rivière semble peu profonde, mais personne n'a jamais réussi à mesurer sa profondeur. Seuls quelques touristes en quête de sensations fortes visitent cette mystérieuse rivière pour plonger dans ses grottes. Le lac Pangong, dans l'Himalaya, est le plus haut lac salé du monde. Il n'abrite aucune vie aquatique en raison de sa salinité, mais c'est un endroit parfait pour l'observation des oiseaux. Lorsqu'il fait un peu plus chaud, le lac change constamment de couleur, passant du bleu au vert et même au rouge. En hiver, c'est surtout de la glace. Puna au Pérou. C'est un désert vide, une terre rocailleuse et un grand rien. Ah non, attends, il y a la yareta. La yareta est une plante à fleurs tellement particulière qu'on pourrait croire qu'elle a été photoshopée. C'est dire à quel point elle est différente du reste du désert. À première vue, on dirait des rochers couverts de mousse. Mais il s'agit d'une plante vieille de 3000 ans, que l'on trouve dans les prairies gelées de la Puna, dans les Andes. Cette plante pousse en groupe, et elles sont si denses que tu pourrais te tenir sur un arbuste de yareta et il supporterait ton poids sans problème. Le Spotted Lake au Canada. Certains l'appellent le lieu le plus magique du Canada. En hiver et au printemps, ce n'est qu'un lac ordinaire qui ressemble à n'importe quel autre. Mais essaie d'y aller en été, quand l'eau commence à s'évaporer. Tu auras l'impression d'entrer dans un autre monde. Un paysage avec des taches bleues, vertes et jaunes. En été, il y a plus de 300 piscines et elles sont magiques. Au cours des siècles, les gens ont toujours cru que chacune d'entre elles avait des propriétés curatives différentes. Oh, et l'explication de ces couleurs vives est purement scientifique. Chacune d'entre elles a une forte concentration de minéraux différents. Rio Tinto en Espagne. Depuis plus de 5000 ans, le fleuve Rouge est entouré de mines de cuivre, d'argent, d'or et d'autres minéraux. Ces minéraux donnent à la rivière sa couleur rougeâtre si particulière. Les gens ont exploité cette région pendant des siècles, jusqu'à ce que toute l'industrie commence à disparaître. Les mines sont restées abandonnées jusqu'à leur redécouverte au XVIIIe siècle. La rivière est assez impressionnante, mais elle est aussi très dangereuse pour les humains en raison de sa forte acidité.
Les bactéries présentes dans l'eau créent des conditions similaires à celles que l'on peut trouver dans d'autres endroits de notre système solaire. Par exemple, les scientifiques pensent qu'il y a une chose assez identique sur l'une des lunes de Jupiter, Europe. Un océan acide est caché sous la surface de la Lune. La baie de Toyama. Si tu te promènes le long de la côte de la baie de Toyama au Japon, tu auras peut-être la chance de voir une lumière bleu néon du genre mystique. Elle vient de sous l'eau et éclaire la mer pendant la nuit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux voir un phénomène pareil. C'est le calmar luciole qui est responsable de ce spectacle époustouflant. Cette créature habite à une profondeur de plus de 200 mètres sous la surface. Mais au printemps, ils se regroupent près de la côte. Parfois, les vagues les emportent même jusqu'au rivage. La lumière que ces animaux émettent est en fait un camouflage qui les aide à se cacher et à se protéger. Pendant la journée, les calmars retournent dans les profondeurs, mais la nuit, ils reviennent faire la fête près du rivage. La lumière qu'ils produisent n'est pas suffisamment forte pour pouvoir lire un livre dans le noir, mais elle est tout de même assez impressionnante. Fly Geyser, Nevada, aux États-Unis. Imagine que tu es dans une fusée spatiale. À un moment donné, tu réalises que tu es entré dans l'atmosphère d'une planète inconnue. Tu n'as même pas vu qu'elle était là. La gravité de la planète commence à tirer ta fusée vers le bas. Bientôt, elle s'écrase sur sa surface. Heureusement, ton vaisseau spatial est assez solide et reste intact. Alors tu enfiles ta combinaison spatiale et tu vas voir dehors en rampant. Juste devant toi, il y a quelque chose que tu n'avais jamais vu auparavant. Une nature incroyable, des couleurs extraordinaires et un truc bizarre qui ressemble à une montagne. Et soudain, il crache une colonne d'eau bouillante. Tu secoues la tête, encore ton imagination débordante. Tu es en fait dans le Nevada, en train de regarder le Fly Ranch Geyser. Ne sois pas déçu, il est quand même incroyable. Ce geyser est apparu dans les années 1960, lorsqu'une compagnie d'énergie géothermique a effectué un forage. Cela a permis à la nappe phréatique de s'échapper. Et les couleurs sont similaires à celles que tu peux voir dans le parc national de Yellowstone, et c'est tout simplement à cause des algues. En parlant de Yellowstone, c'est un autre endroit qui semble avoir été extrait d'une autre galaxie. Sur une superficie plus grande que les États du Delaware et du Rhode Island réunis, on trouve plus de 10 000 structures hydrothermales, 500 geysers et des chutes d'eau incroyables. Tsingy de Bemaraha à Madagascar. Voici un endroit où tu peux facilement t'imaginer en train de tomber nez à nez avec des animaux très anciens. Tu peux presque les voir se cacher parmi les rochers pointus qui montent jusqu'à 100 mètres. La moitié de ce parc national est recouverte de forêt et l'autre moitié est constituée de rochers formés par l'érosion de l'eau. L'endroit abrite de nombreux animaux comme des caméléons, des iguanes, des grenouilles et de nombreuses espèces de lémuriens. Glacier Vatnajökull en Islande. Dans ta quête pour découvrir les merveilles extraterrestres de notre planète, n'oublie pas de passer par l'Islande. Tu y trouveras le plus grand glacier de toute l'Europe. À certains endroits, la glace peut avoir plus de 914 mètres d'épaisseur. Vatnajökull possède 30 glaciers émissaires prêts à être explorés. Ce sont des canaux de glace qui autrefois sortaient d'une calotte glaciaire mais restaient coincés dans les limites de la vallée. Quant aux célèbres grottes de glace islandaises, elles se forment lorsque l'eau de fonte traverse un glacier en essayant de remonter jusqu'à la surface. Cela se produit généralement en été, lorsque les températures sont plus élevées et que le flux d'eau est plus intense. Lorsque les températures baissent, l'eau gèle. C'est ainsi que les grottes se forment. Staffa, Écosse, Royaume-Uni. Staffa est une île inhabitée qui ressemble à une autre planète. Une fois que tu la vois, tu ne peux pas te défaire du sentiment qu'elle cache des tas de secrets. Pourtant, en réalité, c'est un lieu calme, presque entièrement occupé par les oiseaux de mer et les phoques. Pourtant, personne ne peut contester que les incroyables colonnes de roches donnent à cet endroit un aspect unique et mystérieux. Cela a toujours encouragé les gens du coin à répandre des légendes sur cette grotte inhabituelle. Les colonnes elles-mêmes se sont formées il y a des millions d'années, principalement à cause d'éruptions volcaniques. Glowworm Caves, Nouvelle-Zélande. Imagine que tu trouves une entrée dans une grotte magique. Tu avances à toute vitesse sur ton bateau, impatient de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et tu es récompensé par l'une des plus belles visions qui soit. Tu découvres une grotte fermée qui semble se trouver sous un magnifique ciel étoilé. Tu n'as pas besoin de faire tout le tour de la Voie lactée pour trouver quelque chose de semblable. Les Glowworm Caves en Nouvelle-Zélande sont là pour toi.
Les grottes ont commencé à se former il y a des millions d'années, et maintenant, elles possèdent une impressionnante collection de stalagmites et de stalactites. Mais ce qui les rend vraiment uniques, ce sont leurs vers luisants. Les grottes abritent des milliers et des milliers de larves lumineuses. Les vers ont besoin d'attirer des insectes et d'éventuels partenaires. Pour ce faire, ils utilisent leur queue qui brille dans le noir. Il y a beaucoup de grottes comme celle-ci dans la région, et les gens les explorent depuis plus de 100 ans. Le Wulingyuan est une zone d'intérêt historique dans le Zhangjiajie, en Chine. Cet endroit étonnant offre des paysages à couper le souffle et compte plus de 3000 piliers de grès. On dirait que la nature a décidé de faire sa propre version des gratte-ciel. Certains d'entre eux atteignent la moitié de la taille de l'Empire State Building. En général, il est impossible de savoir où commencent les piliers. Tout ce que tu vois quand tu essaies de deviner ce qu'il y a au fond, c'est un brouillard sans fin. 2 ponts en pierre naturelle semblent flotter parmi les piliers perdus dans les nuages. L'œil de l'Afrique. C'est un mystère qui est resté caché pendant des millénaires. Cette formation géologique est difficile à repérer lorsque tu te tiens debout normalement. C'est pourquoi elle n'a pas été découverte avant que les gens commencent à explorer l'espace. Pendant un certain temps, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait d'un cratère d'impact créé par un objet spatial qui avait heurté la surface de la Terre. Mais après avoir fait des recherches, ils ont découvert que l'origine de l'œil était entièrement terrestre. De nos jours, les géologues pensent que la formation de cet œil a commencé il y a plus de 100 millions d'années, lorsque la tectonique des plaques a déchiré le supercontinent connu sous le nom de Pangée. La roche en fusion qui remontait vers la surface a créé un énorme dôme composé de différentes couches. Plus tard, l'activité volcanique et l'érosion ont fini de former l'œil. Lac Baïkal, Russie. Le plus profond, le plus ancien et l'un des plus grands lacs d'eau douce du monde a forcément des secrets qui lui sont propres. Le lac est gelé de début janvier à mai. En été, l'eau est si claire que l'on peut voir jusqu'à 40 mètres de profondeur. C'est parce que la glace dégelée des montagnes sibériennes est incroyablement pure. Il n'y a pas non plus de sels minéraux dans le Baïkal. Salar de Uyuni, Bolivie. C'est l'un des endroits les plus difficiles d'accès d'Amérique du Sud. La plus grande plaine salée du monde s'étend sur plus de 10 400 km². Il est apparu lorsque les lacs préhistoriques se sont évaporés il y a des milliers d'années. Une épaisse croûte de sel s'étend au-delà de l'horizon. À un moment donné, on ne sait même plus où la Terre se termine et le ciel commence. Le désert d'Atacama, au Chili. Le désert le plus sec du monde est fait de paysages rocheux, de lacs salés, de dunes et de températures extrêmes. Dans certaines parties du désert, il n'y a pas eu de pluie depuis près de 500 ans. Sans eau ni nutriments provenant du sol, il n'y a pas non plus de plantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux avoir l'impression d'être sur une autre planète comme Mars. Mais attends que la nuit tombe. Tu pourras admirer un ciel infini rempli d'étoiles, comme une fenêtre ouverte sur l'univers et ses mystères. Dans le nord-est de la Thaïlande, une famille d'énormes baleines en pierre nage dans la forêt. Elles font partie d'une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Il y a longtemps, cette partie de la Thaïlande n'était qu'un désert. Les mouvements de la croûte terrestre ont poussé le grès vers le haut pour créer ces montagnes fascinantes. Accessible à tous ceux qui veulent passer la journée à parcourir le réseau de sentiers, ce site est de plus en plus populaire auprès des touristes. Une fois que tu auras atteint le dos d'une des baleines et que tu regarderas la mer infinie de verre qui s'étire en contrebas, tu comprendras pourquoi. Au détour de ces chemins, tu trouveras des cascades, une grande variété de plantes et d'animaux exotiques, et du haut de la colline, tu pourras même voir directement le pays voisin, le Laos. Les formes ressemblent à celles des baleines qui nagent ensemble. Pas étonnant que cet endroit s'appelle le Rocher des Trois Baleines. Quelle merveilleuse façon de voir la Thaïlande sur le dos d'une baleine géante en pierre. En creusant dans une mine canadienne en mars 2011, un ouvrier a fait une découverte incroyable. Il a trouvé un spécimen de nodosaure presque parfaitement préservé. Ce dinosaure éteint pesait environ 1360 kg et mesurait 5,50 m de long. Bien qu'il ait plus de 110 millions d'années, le nodosaure était si bien préservé que l'on peut voir clairement la lourde carapace et la peau écailleuse qui le recouvrait. Il a fallu presque une année entière de travail minutieux pour dégager l'incroyable trouvaille. Le fossile a finalement été dévoilé dans un musée canadien en 2017. De façon inattendue, l'analyse de la peau a révélé des nuances qui indiquent que le nodosaure était peut-être capable de se camoufler, comme les geckos et les papillons de nuit des temps modernes.
Cela s'ajoute aux épines et aux écailles qui en font déjà un char d'assaut. Encore étudié aujourd'hui, ce nodosaure pourrait être l'un des fossiles les plus importants que l'on ait découvert depuis longtemps. Ces secrets pourraient nous aider à élucider encore bien d'autres mystères du passé. Le manuscrit de Voynich est le document le plus mystérieux du monde. Depuis sa découverte en 1912, il reste un mystère complet pour tous ceux qui l'étudient. Il est abondamment illustré d'étranges images de plantes extraterrestres, d'objets inconnus et de symboles du zodiaque. Mais son aspect le plus intéressant est son écriture. Le langage utilisé dans le texte est complètement indéchiffrable. Personne ne sait ce qu'il signifie, qui l'a écrit, ni où il a été rédigé. On ne sait même pas si c'était un vrai langage fonctionnel ou s'il a été créé pour ce seul texte. Les dessins des différentes plantes sont tout aussi fascinants. La plupart des plantes du manuscrit sont identifiables comme des plantes, mais elles ne correspondent à aucune espèce connue. En Angleterre, un professeur de linguistique appliquée a affirmé avoir déchiffré certains des symboles du manuscrit, mais on n'a à ce jour pas réussi à trouver plus d'informations sur ce texte mystérieux. Si jamais tu as la chance d'aller en Australie, n'oublie pas de visiter les cratères mystérieux du Queensland. À mi-chemin entre Bundaberg et Gingin se trouve l'une des trouvailles les plus déroutantes d'Australie. En 1971, le site appartenait à un fermier qui cultivait des courgettes et des pommes de terre. Alors que le fermier essayait d'agrandir sa ferme, il butait sans cesse sur de gros rochers dans ses champs alors qu'il labourait. En regardant de plus près les roches qui se trouvaient sur son chemin, il a trouvé des fossiles marins et d'étranges cratères. Le fermier a transmis ses trouvailles à des professeurs de géologie qui se sont mis à étudier les formations. Lorsque les géologues ont commencé à creuser dans la région, ils ont découvert une énorme couche de grès et d'ocre qui était jalonnée de cratères. Il y avait 35 cratères au total et l'âge de la couche de roche a été estimé à environ 25 millions d'années. Les scientifiques qui étudient ce mystère pensent que les sources chaudes, l'ancienne activité océanique et les météores sont les principaux responsables de la formation de ces cratères. Et on aimerait bien connaître les personnages qui ont donné à ces villes les noms de Bundaberg et de Gingin. La machine d'Anticythère est une sorte d'ancien ordinateur qui déconcerte toujours les scientifiques par son extraordinaire conception. Il y a environ 2000 ans, un navire grec a coulé au large de l'île d'Anticythère. L'épave a été découverte en 1900 et des plongeurs ont récupéré certains de ces anciens artefacts. Quand les archéologues ont commencé à faire le tri des trouvailles de l'épave, ils sont tombés sur un objet qui ne semblait pas correspondre à quoi que ce soit de connu de l'époque. L'épave était ancienne, mais ils ont trouvé un appareil incroyable qui semblait bien trop avancé technologiquement. La machine fonctionnait comme une calculatrice, permettant à son utilisateur de suivre, avec une précision étonnante, le temps, le mouvement des étoiles, les éclipses, les phases de la Lune et même un compte à rebours pour des événements comme les Jeux Olympiques. Ce niveau de technologie est presque impossible à expliquer pour une épave de la Grèce antique. Aucun mécanisme ne s'est même approché d'une telle machine avant le XIVe siècle, lorsque des horloges à engrenages ont commencé à être fabriquées en Europe. Comment un tel dispositif a-t-il été créé il y a si longtemps, 1400 ans en avance sur son époque? Le naufrage de l'Anticythère et la perte de la calculatrice auraient-ils pu retarder notre développement technologique de plusieurs centaines d'années? En attendant, les monts du Caucase, bordant la mer Noire, sont l'une des rares régions d'Europe qui n'ait pas connu un important impact des humains, même si le terme de caucasien sert à désigner la plupart des personnes à la peau blanche. Les archéologues ont trouvé de nombreuses structures mégalithiques anciennes dans la région. Ces structures, semblables à des maisons, que l'on appelle communément des dolmens, contiennent des bijoux, des outils en bronze et des poteries variées. Les archéologues ne savent pas qui les a construites, ni pourquoi, ni dans quel but. Les structures sont soit deux pierres maintenues ensemble par une grande pierre faisant office de toit, soit des pierres plus petites empilées à la façon d'un mur avec un trou sur un côté. On a même trouvé des bouchons de pierre pour sceller ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est encore plus étrange avec ces formations, c'est qu'on ne les trouve pas seulement dans le Caucase. On en trouve partout sur la planète, en Australie, en Corée du Sud, en Colombie, en Afrique et même en France. Leur fonction demeure inconnue, ce qui ouvre la voie à de multiples hypothèses. La découverte de la tombe du premier empereur de Chine en 1974 est bien documentée. Qui pourrait oublier la découverte de 8000 guerriers en terre cuite protégeant son entrée? La plupart des statues sont des guerriers, chacun ayant une expression faciale unique. Il y a même des chevaux et des chars en terre cuite, grandeur nature, juste au cas où.
Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas encore pénétré dans certaines zones du tombeau. Les archéologues sont très réticents à ouvrir le site, car toute la zone est instable. Il pourrait y avoir quelque chose d'étonnant à l'intérieur, mais personne ne veut risquer de perdre un morceau d'histoire si étonnant. Bientôt, les chercheurs enverront de minuscules robots dans les tombes encore scellées pour avoir une meilleure idée de ce qui se trouve à l'intérieur. En attendant, les archéologues doivent attendre un peu plus longtemps pour en connaître les secrets. Dans le sud du Costa Rica, on a découvert une collection de mystérieuses sphères de pierre. Il y en a plus de 300 dispersées dans le paysage et certaines font presque 2 mètres de diamètre. Personne ne sait à quoi elles servent ni comment elles ont été créées. Ce que l'on sait, c'est que le matériau avec lequel elles ont été fabriquées est du gabbro, une roche volcanique. Il aurait fallu beaucoup de temps et d'efforts pour sculpter les pierres dans ces formes sphériques parfaites. Les chercheurs pensent qu'elles ont pu être fabriquées par une population aujourd'hui disparue qui n'aurait utilisé qu'à peine quelques outils. La théorie la plus crédible est qu'ils se sont servis de petites pierres pour ciseler les bords des rochers avant d'utiliser du sable pour lisser les faces. Certains pensent qu'elles ont une fonction astronomique ou même qu'elles ont servi de marqueur pour indiquer le chemin vers quelque chose, mais personne n'en sait davantage. Leur signification s'est perdue avec la civilisation qui les a créées. Au large de la pointe sud du Japon et à 120 km de Taïwan se trouve la formation de Yonaguni. Un plongeur local a remarqué ces formations pour la première fois en 1986, alors qu'il cherchait de nouveaux sites de plongée pour y emmener les touristes. En voyant les grandes marches qui ressemblaient à une pyramide, il a cru découvrir une ville sous-marine. Certains archéologues pensent que les structures pourraient être les signes d'une civilisation légendaire du Pacifique, comme l'Atlantide, qui a disparu sous les vagues il y a des milliers d'années. Il y a aussi des marques sur la pierre suggérant un travail d'excavation. Certaines personnes ont même affirmé que des motifs d'humains et d'animaux avaient été gravés dans la pierre. Rien de tout cela n'est cependant étayé par des preuves tangibles. La plupart des experts pensent que la formation est naturelle et que la symétrie des roches a été exagérée. Elles ne sont pas aussi droites que ce qui a été rapporté et il semble que ce soit de la roche solide et naturelle plutôt que des blocs sculptés. En d'autres termes, la ressemblance avec une civilisation engloutie ne serait qu'une coïncidence. En Turquie, les archéologues pensaient avoir trouvé la plus ancienne architecture connue au monde, âgée de plus de 10 000 ans, selon les experts. Trouvés dans une zone qui abritait d'anciennes communautés agricoles, ces monolithes, qui pouvaient atteindre 5,50 m de haut, étaient probablement utilisés au cours de grands événements ou de rituels. Mais on ne sait pas grand-chose sur ces monolithes. Ces grandes structures de pierre semblent avoir une forme humaine avec des motifs d'animaux sculptés. Tout près, des chercheurs ont trouvé des traces d'habitation, ce qui suggère que ces étonnants monuments pourraient avoir marqué le début de l'avancée vers la civilisation moderne. Les artefacts de Kimbaya sont parmi les plus intéressants jamais découverts. Le plus curieux, c'est qu'ils ressemblent à des avions modernes. Ils ont une forme tellement aérodynamique que les scientifiques modernes pensent qu'ils pourraient avoir servi de maquette pour un avion fonctionnel. En 1994, 2 ingénieurs aéronautiques ont créé des modèles à plus grande échelle de ces artefacts. Ils ont prouvé que les modèles volent bel et bien avec un peu d'aide de nos moteurs modernes. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que ces objets ont peut-être des milliers d'années d'avance sur le premier avion des frères Wright. Encore un des mystères fascinants de notre monde. Tu as prévu de passer tes vacances d'été en Afrique. Ta destination finale sera le désert du Sahara. Il est situé dans le nord du continent et s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Tu es impatient de monter à dos de chameau et de découvrir les très riches cultures de la région. Après un long voyage en avion, te voilà enfin arrivé. Tu es dans le plus grand désert chaud du monde. Savais-tu qu'il fait 9,2 millions de kilomètres carrés ? Après avoir bu des litres d'eau glacée, tu es enfin prêt pour ta première aventure. Ton guide te propose de choisir. Tu peux choisir 2 semaines à visiter différentes oasis ou tu peux aider les locaux à résoudre un mystère persistant. Au plus profond du désert, non loin de la ville de Fogaret-Ezwa, quelque chose de très étrange t'attend. Un ensemble d'immenses cercles sont dessinés dans le sable. Il y en a des dizaines et ils s'étendent sur des kilomètres en ligne droite. On les a découverts grâce aux images de Google Earth il y a plusieurs années de cela. Et depuis lors, ils font l'objet de débats sans que personne ne parvienne à percer leur mystère. Le plus curieux, c'est qu'ils se trouvent à des kilomètres de toute activité humaine, loin des villes et des routes. Le moyen le plus rapide d'en savoir plus sur cet étrange phénomène est de poser des questions.
Alors tu prends ton carnet et tu pars interroger les gens du coin. N'importe qui peut être utile. Les géographes comme les anthropologues, les doyens des villages, les historiens. La première personne à qui tu parles est un cartographe. Tu dois savoir si ces cercles sont authentiques ou ne sont qu'une erreur d'imagerie satellite. T'adresser à ceux qui travaillent pour Google Earth est donc une bonne idée. Et tu apprends que les cercles sont bien réels. On peut les voir sur des photos prises à différentes époques. Ensuite, il te faut comprendre pourquoi ils sont là. Au bout de 2 jours d'interview, tu as une première piste. Ces cercles pourraient être le résultat de l'activité pétrolière. Selon les experts, cette hypothèse est tout à fait plausible. L'Algérie est riche en ressources naturelles, tu te dis donc que c'est possible. En général, lorsque les compagnies souhaitent savoir si le sol vaut la peine d'être creusé, elles font d'abord appel à des sismologues. L'analyse sismique d'une région consiste, entre autres, à propager les ondes dans le sol. Selon les résultats obtenus, on peut savoir ce qui se trouve sur la surface. Il est donc possible que ces marques aient été causées par des appareils modernes. Avons-nous là une réponse à notre mystère? Pas tout à fait. Comme tu le sais, le désert du Sahara est l'une des zones les plus sèches de la planète. Les températures moyennes en été y dépassent les 40 degrés Celsius. Pour survivre, les habitants doivent par conséquent avoir accès à de l'eau. Ces cercles pourraient donc tout aussi bien être ce qu'ils restent depuis très anciens. Encore une fois, je dirais que c'est assez plausible. Et si on vérifiait tout ça? Certains anthropologues ont convenu que ces cercles pourraient être d'anciennes fogaras. La fogara d'Afrique du Nord est une méthode de captation d'eau vieille de 2500 ans. C'est un type de kana, une galerie souterraine spécifique à cette région septentrionale. Les habitants creusaient d'abord un premier puits suffisamment profond pour accéder aux nappes souterraines. Ensuite, ils creusaient des puits parallèles à des distances régulières. Puis, ils creusaient une galerie pour relier leur village au puits. Grâce à la seule gravité, l'eau s'écoulait du puits vers la ville. Cette technologie traditionnelle fournissait de l'eau aux cultures, au bétail et aux humains. Ce sont vraisemblablement ces puits qui ont rendu possible la création d'oasis artificielles. Le nom même de la municipalité la plus proche en est une indication. Fogaret Ezoa provient sans doute des fogaras, ces anciens puits. Te voilà donc sur une très bonne piste. Tu décides de t'y rendre pour en juger par toi-même. Tu montes dans un car, tu t'assieds et tu profites du voyage. Le nord de l'Algérie regorge de villages très anciens. Tu aperçois même des vestiges de puits pendant ton trajet, juste à la périphérie des villages. En consultant les images satellites de Google, tu te dis que ces marques sont très certainement dues au Kana, une série de trous creusés sur plusieurs kilomètres. Mais dès ton arrivée, tu te rends compte que tu te trompes. Dale Lightfoot, l'un des plus grands spécialistes des Kanas de la planète, a déclaré que ces cercles n'étaient absolument pas des fogaras. Même les images satellites le confirment. Oh oh, nous étions pourtant si proches! Apparemment, les Kanas et les fogaras n'étaient pas creusés en ligne droite. Et ils n'avaient en aucun cas la forme de cercle. Le fait qu'aucune ville ne semble reliée à ces marques est un indice de plus. Ces cercles étaient vraiment très éloignés de toute activité humaine. Et les Kanas servaient exclusivement à approvisionner les villages. C'était quand même bien tenté. Tu es sur le point d'abandonner tes recherches, mais tu décides de faire une toute dernière excursion. Les préparatifs prennent plusieurs jours. Véhicules tout-terrain, nourriture, équipement. Tout cela pour enfin percer le système des cercles du Sahara. Le premier jour, tu parcours plus de 160 km dans le désert. Cette partie du monde a toujours titillé ta curiosité. Les dunes dorées sont impressionnantes. Et le ciel nocturne est extraordinaire. Tu peux admirer toute la Voie lactée de là où tu es. Tu t'installes et tu passes toute la nuit sous la voûte étoilée. Le lendemain, la tension est palpable. Il n'y a pas de réseau cellulaire. Que faire? Par chance, tu as eu le temps de noter les coordonnées des cercles sur ta carte Google. Et par surprise, tu peux tout consulter sans connexion. Tu suis les coordonnées, mais tu te perds. Tu commences à être nerveux. Tu te dis que tout a été en vain. Mais avec ton équipe, vous remontez dans la voiture et vous roulez encore quelques kilomètres au-delà des coordonnées indiquées sur ton téléphone. Au bout d'un trajet très chaotique, tu n'en crois pas tes yeux. Tu as devant toi un immense cratère dans le sable. Il est entouré de 12 trous plus petits. Du ciel, ça ressemble à une horloge, sans les aiguilles bien sûr. Mais de ta position, les marques sont à peine visibles. Tu aurais pu passer devant sans les voir. En explorant la zone, tu remarques quelque chose de similaire dans tous ces trous.
des câbles de métal, de longs câbles que tu peux tirer du sol. Comme ils sont profondément enterrés, tu commences à creuser et quelque chose commence à apparaître. Oh oh, on dirait de la dynamite. En voilà une surprise. Mieux vaut arrêter de creuser et éviter un accident. Tu es satisfait de ce que tu as découvert, mais toujours curieux. Que fait là toute cette dynamite? D'où provient-elle? Ton aventure est sur le point de prendre un tour nouveau. En marchant vers ta voiture, tu vois quelque chose qui brille par terre. Tu t'approches de l'objet avec curiosité. Il est arrondi, tout rouillé et ressemble à une boîte de sardines. Qu'est-ce que ça fait ici? Il s'agit d'un nouvel indice sur le mystère des cercles. À tout hasard, tu le ramasses et l'emportes avec toi. De retour en ville, les différentes pièces du puzzle commencent à t'apporter des réponses. Tu montres tes photos et la boîte de sardines à des experts locaux. Ils analysent tout ce matériel et te livrent un verdict étonnant. Il s'avère que tu étais sur la bonne piste dès ta première hypothèse. Mais que s'est-il donc passé? Pourquoi était-il nécessaire de continuer à creuser? Eh bien, parce que cette hypothèse n'était qu'à moitié correcte. Les cercles du Sahara n'ont rien à voir avec la prospection sismique. À l'époque de leur formation, cette technologie n'existait même pas. Mais ils sont assurément liés à l'exploration pétrolière. On remplissait autrefois la terre de dynamite pour trouver de l'or noir. Ce sont les entreprises de prospection des ressources souterraines qui sont à l'origine de ces cercles. Et les boîtes de sardines? Ce sont les ouvriers chargés des travaux qui les ont laissées là. Il fallait bien qu'ils mangent, n'est-ce pas? En analysant la conserve, on a constaté que toute cette histoire remonte aux années 50 et 60. Les cercles ne sont donc pas si anciens que ça. Ils sont même plutôt modernes. Eh bien voilà. J'espère que tu t'es amusé à nous suivre dans la résolution de ce mystère. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. La première règle est de ne pas paniquer, dit le guide. Il donne à Michael une combinaison épaisse, même s'il fait très chaud ici. Tu ne pourras pas t'en passer, ajoute-t-il. Michael enfile la tenue et a la chair de poule sur tout le corps. Pourquoi ai-je si froid maintenant? Le guide explique que c'est un tissu rafraîchissant unique. Il sauvera Michael d'un éventuel coup de chaud à l'intérieur de la grotte. Le guide lui donne aussi une bouteille d'oxygène et un masque. « On va plonger ?» demande Michael. « Non, mais tes poumons risquent de se remplir d'eau si tu ne l'utilises pas. » Les genoux de Michael tremblent de peur. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée après tout. « Bienvenue dans l'une des grottes les plus dangereuses de la planète », dit le guide en entrant dans l'anfractuosité au pied d'une montagne. Cet endroit s'appelle la grotte des cristaux et il est situé au Mexique. Du magma s'est écoulé ici depuis les entrailles chaudes de la planète, il y a 26 millions d'années. Il n'a cessé de remonter et de se refroidir encore et encore. Il y a eu tellement de magma que cela a formé une montagne. Avec celui-ci, de l'eau riche en minéraux est arrivée. Elle s'est infiltrée dans les tunnels rocheux et a formé une grotte sous la colline. Puis quelque chose d'étrange est apparu dans ces eaux chaudes. Quelque chose qui semblait venir d'une autre planète. Michael descend le long de la corde. Il éclaire l'obscurité sans fond avec sa lampe de poche. L'air devient chaud et lourd. Des particules d'eau microscopiques planent ici. Avec le guide, Michael descend à 300 mètres. C'est plus de la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. La température de l'air augmente. Ils ont l'impression de s'approcher du noyau de la Terre. Enfin, la descente se termine et ils se laissent tomber sur la terre ferme. Le guide met un masque à oxygène et dit à Michael de faire de même. Si tu ne peux pas respirer dans un air aussi humide et acide, tes poumons peuvent se remplir d'eau, ce qui aura des conséquences désastreuses. L'air ici donne à Michael l'impression de marcher dans un brouillard très épais. La température atteint 58 degrés, soit plus que dans les déserts les plus chauds du monde. Michael éclaire son chemin et remarque quelque chose de grand, blanc et brillant. C'est une énorme colonne de cristal qui sort du sol et qui s'élève vers le haut. La grotte entière est remplie de ces énormes choses. Elles s'étendent dans différentes directions et s'appuient contre le plafond et les murs. À certains endroits, elles bloquent le chemin et à d'autres, elles forment comme des ponts. Michael grimpe sur l'un des cristaux et marche dessus. Le guide explique que chaque colonne est faite de gypse. Tu connais sans doute cette substance car elle est utilisée pour produire des matériaux de construction bien particuliers, les plaques de plâtre. Michael touche la surface dure de l'une d'entre elles. Il semble qu'une ancienne civilisation aurait pu les construire,
Mais le guide explique que tout ce qui se trouve dans cette grotte est d'origine naturelle. Cet endroit a été découvert pour la première fois par 2 mineurs en 2000. Depuis, les scientifiques ont réussi à découvrir que certains cristaux avaient 500 000 ans. On peut aussi y trouver l'un des plus grands cristaux naturels du monde. Cette colonne mesure environ 11 mètres de long et pèse 55 tonnes. Cet endroit a été rempli d'une eau riche en sulfate de calcium, un élément capable de former des minéraux. Une variété incolore de gypse prévaut ici. L'eau et l'air chaud ont aidé à former ces cristaux. L'humidité et la température n'ont pas changé depuis des siècles, de sorte que ces colonnes continuent de croître aujourd'hui. Cet endroit est fascinant. Michael veut rester ici plus longtemps pour explorer la grotte, mais malheureusement, c'est dangereux. Il risque de se perdre ou de glisser sur les roches de gypse. De plus, il commence à manquer d'oxygène, alors ils doivent remonter. Ils sortent de la grotte et se retrouvent nez à nez avec la police. Il s'avère qu'il est interdit aux touristes d'entrer dans la grotte. Même les scientifiques doivent obtenir une autorisation spéciale pour s'y rendre. Et ce pour une bonne raison, puisque la grotte est l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Michael et le guide s'acquittent d'une amende et quittent le Mexique. La prochaine étape est l'Italie. C'est une bonne chose que tu aies pris un appareil photo avec toi, dit le guide. C'est l'une des grottes les plus fascinantes du monde. Tu auras besoin du meilleur équipement pour capturer cette beauté. Michael et le guide sont sur un petit bateau. Ils naviguent le long de la côte de l'île de Capri. Heureusement, il n'y aura pas de danger cette fois-ci. Ils s'approchent d'une petite faille à l'intérieur de la montagne. C'est l'entrée de la grotte bleue. Le trou est si petit qu'un seul bateau peut y passer. Michael et le guide entrent dans une autre dimension. La grotte est remplie d'eau. Les murs brillent d'une lumière bleue provenant des profondeurs du lac. Michael prend des photos de la grotte et remarque que l'entrée par laquelle ils sont passés brille d'une lumière blanche éclatante. Ce sont les rayons du soleil qui illuminent la grotte lorsqu'ils y pénètrent. Il y a un autre trou sous l'eau. Les rayons du soleil y pénètrent, emplissant le lac d'une lueur bleue, mais il est déjà temps de ressortir. La prochaine grotte se trouve en Nouvelle-Zélande. Ils arrivent sur l'île du Nord. Il s'y trouve un endroit très profond, avec des grottes sinueuses et complexes. Elles sont apparues ici il y a environ 30 millions d'années. Michael et le guide s'approchent de l'entrée de la grotte obscure. Michael allume une lampe de poche. « Débarrasse-t'en !» dit le guide. « Tu n'en auras pas besoin à l'intérieur. » Ils entrent. Michael est tellement surpris que sa mâchoire en tombe. Toute la grotte est remplie de lanternes lumineuses. Ce sont des créatures vivantes, des lucioles qui brillent d'une lumière bleutée. Michael a l'impression d'être sur une autre planète. L'entrée de la grotte est limitée pour ne pas nuire aux lucioles. Les scientifiques utilisent des équipements automatisés afin de surveiller la grotte. Ils contrôlent ainsi la température et le niveau de dioxyde de carbone nécessaires pour maintenir les conditions de vie des lucioles. Si trop de gens viennent ici, le niveau de dioxyde de carbone augmentera. La durée de la visite est également limitée. Alors on demande à Michael et au guide de quitter les lieux. Et maintenant, nous allons voir quelque chose de vraiment effrayant, dit le guide. Tu es prêt? Le prochain arrêt est en Californie. L'endroit s'appelle Moaning Caverns, qui signifie les grottes gémissantes. La grotte semble tout à fait ordinaire de l'extérieur, mais le guide a l'air un peu anxieux. Lui et Michael s'attachent la corde à la ceinture et entament leur longue descente. Le fond est à 50 mètres de profondeur, soit l'équivalent de la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Cela ne semble pas si grand comparé à la grotte de cristal. À mesure qu'ils descendent, il fait de plus en plus froid et sombre. À ce moment-là, tous les sons provenant d'en haut disparaissent. Ils s'enfoncent lentement dans un silence inquiétant. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Michael, effrayé. « Je crois que j'ai entendu la voix de quelqu'un en bas. » Le guide pose un doigt sur ses lèvres pour faire taire Michael. Un gémissement humain fort et prolongé provient des profondeurs obscures de la grotte. Dans les premières secondes, Michael se fige. Puis il remonte rapidement le long de la corde. Le guide se moque de lui. Ils entendent un autre gémissement. Michael sort rapidement de la grotte et tire sur la corde pour faire sortir le guide. Ce dernier dit que c'est l'une des grottes les plus effrayantes du monde. L'air et le vent circulent dans les profondeurs et créent un son semblable à un gémissement. Les touristes y descendent souvent pour jouer avec leurs nerfs. De plus, on a trouvé environ 100 squelettes humains au fond de la grotte et personne ne sait comment ils sont arrivés là. Michael ne veut pas retourner à l'intérieur. Il demande au guide de lui expliquer comment se forment les grottes. Il s'avère que tout commence lorsque le sol absorbe une pluie acide composée d'eau et de dioxyde de carbone.
Le liquide pénètre dans le sol et entre en contact avec les surfaces de roches dures. Lorsque l'eau touche le calcaire ou la dolomite, elle les dissout et contribue à former un espace vide. Chaque année, il y a de plus en plus d'espace autour. La pluie continue de tomber et de s'accumuler dans cette zone ouverte. Ensuite, l'eau forme un ruisseau ou une rivière souterraine. Puis, l'érosion des roches dures commence. Des milliers d'années plus tard, il y a assez d'espace pour qu'un être humain puisse passer. Puis cet espace devient une grotte lorsque l'érosion se combine avec les stalactites et les stalagmites. Elles forment des chambres et des colonnes impressionnantes. Au fait, tu connais la différence entre les stalactites et les stalagmites ? Les stalactites pendent du plafond tandis que les stalagmites sortent du sol. Il faut environ 1 million d'années pour développer de tels paysages souterrains. Ainsi, chaque fois que tu te promènes dans ces endroits, tu entres en contact avec le lointain passé de notre planète. Il y a beaucoup de portes de par le monde qui n'ont pas de clé. Peut-être que tu vas trouver le moyen de les ouvrir. Notre première destination est, ok, lis-le toi-même et bonne chance pour la prononciation. C'est un temple en Inde dont le nom vient de cet autre mot extrêmement long qui se traduit par « celui qui émerge du lotus ». Ce temple est l'un des lieux les plus connus et les plus sacrés de l'Inde. C'est l'un des 108 temples du courant de l'hindouisme qui s'appelle comme ça. C'est un courant particulièrement ancien dont on trouve les premières traces dans des textes tamouls du VIe siècle. On en revient à notre époque. En 2011, suite à une plainte, la Cour suprême indienne a décidé de recenser les objets de valeur conservés dans le temple parce qu'ils avaient été informés que l'endroit pouvait avoir été abusivement exploité. Pour ce faire, ils ont dû ouvrir toutes ces portes qui étaient restées fermées pendant des siècles. La commission a ainsi découvert 6 gigantesques caveaux secrets dans lesquels étaient cachés d'inestimables trésors. En ouvrant ces caveaux, la commission a découvert des statuettes en or, des colliers et des pièces pour une valeur totale d'au moins 23 milliards d'euros. Les officiers ont aussi découvert des costumes de cérémonie, des noix de coco en or incrustées de bijoux et de gros diamants. Quand je dis gros diamants, c'est que c'est vraiment des gros diamants. Certaines de ces pierres précieuses atteignent les 110 carats. Pour te donner une idée, une petite statuette en or de cette collection a une valeur estimée d'environ 31 millions d'euros. Après cette découverte digne d'un conte des 1001 nuits, le temple s'est équipé de détecteurs de métaux, de caméras et d'autres appareils de sécurité avant l'arrivée des premiers visiteurs. Le temple est maintenant encerclé par plein d'agents de sécurité. Mais est-ce qu'ils protègent le trésor ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus mystérieux dans ce temple ? Il y a 6 caveaux dans le temple. C'est là que le trésor est entreposé. Ces caveaux ont des noms de A à F. Mais le comité de recherche n'a ouvert que 5 des 6 caveaux avec beaucoup de difficultés. Le plus bizarre, c'est que, malgré tous les efforts ayant impliqué l'utilisation des technologies les plus récentes, le caveau B n'a pas pu être ouvert. 2 cobras sont sculptés sur la porte et sont là pour t'accueillir. Cette porte fait office de portail. Tu peux aisément le voir, comme pour les portes qui mènent aux autres caveaux. Surprise! Les experts ont découvert 2 autres portes derrière la première. La deuxième porte est en bois et la troisième en fer. Étonnamment, la dernière porte est verrouillée et ne présente aucune caractéristique d'une porte. Pas de charnière, de poignée, de verrou, ni quoi que ce soit d'autre. Personne ne sait ce qui se cache dans le caveau B. Ceux qui croient en des forces occultes considèrent qu'ouvrir cette porte contre sa volonté libérerait d'innommables forces sur le monde. D'autres considèrent que la porte du caveau B conduit vers un tunnel. On ne sait pas si c'est lié à ces croyances, mais la Cour suprême indienne déconseille l'ouverture des portes du caveau B. En 2010, David Crespi, un ingénieur français qui visitait le Machu Picchu, a découvert une porte étrange dans un des bâtiments principaux. La porte se trouvait dans un passage étroit très peu fréquenté par les touristes et les archéologues. David a pensé qu'il s'agissait d'une porte d'entrée qui avait été scellée par les Incas pour une raison inconnue. Il a immédiatement contacté les archéologues et les autorités, qui lui ont promis qu'il commencerait à enquêter au plus tôt et qu'il lui donnerait des nouvelles sur sa découverte. Les mois ont passé, mais il n'a reçu aucune nouvelle. Il n'a reçu aucune réponse à ses appels et ses emails. En 2011, il tombe sur un article sur le Pérou écrit par Thierry Jamin. David le contacte immédiatement et l'informe de sa découverte. Par la suite, Jamin et d'autres archéologues se rendent au Machu Picchu pour mener l'enquête sur la porte secrète. Ils en ont conclu qu'il s'agissait bien d'une porte d'entrée scellée par les Incas.
Les chercheurs ont confirmé la découverte de 2 entrées situées derrière la fameuse porte. Ils ont aussi reproduit une image 3D d'une rampe d'escalier conduisant vers la pièce principale et une autre chambre. L'analyse révèle quelques cavités parmi lesquelles se trouve une grande pièce quadrangulaire. En outre, les géoradars ont aussi détecté des métaux qui pourraient correspondre à des objets en or ou en argent. Jamin et son équipe pensent qu'il s'agit peut-être d'une pièce datant d'une période préhispanique. Ils pensent que les Incas ont scellé la porte afin de cacher quelque chose d'important. Peut-être s'agit-il d'un énorme trésor ou autre chose de tout aussi important. Jamin a affirmé que la découverte de cette chambre pourrait être la première étape de la découverte d'un mausolée. Jamin soumet une demande officielle au gouvernement péruvien afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir la pièce. Pourtant, ni sa demande, ni les demandes d'autres archéologues n'ont été approuvées jusqu'à maintenant. Les autorités considèrent que l'ouverture de cette porte pourrait causer des dégâts à d'autres aires du site archéologique. Pourtant, la caméra endoscopique a confirmé l'hypothèse que les blocs de pierre de l'entrée ne font que bloquer le passage et ne sont pas des éléments structurels utiles au bâtiment. Le troisième mystère se situe à Gizeh, en Égypte. Des explorateurs ont découvert 2 portes secrètes dans la pyramide de Khéops. Il y a 2 tunnels d'environ 20 cm de large qui partent des murs nord et sud de la chambre de la reine. Mais ces tunnels sont fermés avant de déboucher sur l'extérieur de la pyramide. Alors, où peuvent-ils bien conduire ? Personne ne sait exactement à quoi servent ces tunnels. Certains archéologues pensent que ces portes cachent l'entrée à des chambres encore inexplorées. L'égyptologue Zahi a raconté la découverte de ces portes. Un robot conçu spécialement pour l'expédition a été envoyé dans ces couloirs partant de la chambre de la reine pour comprendre ce qui s'y trouvait. Les chercheurs ont branché une caméra à ce robot. La vidéo montre que derrière la porte en pierre se trouve une autre porte close. Les archéologues étaient stupéfaits d'avoir découvert une porte au lieu d'une impasse. La structure de la porte en pierre cache parfaitement les autres portes. Selon les experts, il s'agit d'une prouesse d'ingénierie. Il est impossible d'atteindre la porte car elle se situe derrière un bloc de pierre géant. Mais les archéologues sont en train de chercher une façon d'y parvenir sans endommager la structure. Ces nouvelles découvertes n'ont fait que confondre encore plus les archéologues au lieu d'apporter des réponses à leurs questions. Dernière étape de notre voyage, le Taj Mahal, le palais de l'amour. L'empereur moghol Shah Jahan a fait construire ce mausolée à la mémoire de sa femme bien-aimée, Mumtaz Mahal. La quantité de portes du Taj Mahal est si importante que cette vidéo durerait des jours si on commençait à parler de toutes les pièces scellées du palais. Selon les experts, si l'on ouvrait ces portes maintenant, des centaines d'années après leur fermeture définitive, on se retrouverait à devoir faire face à des exhalations de monoxyde de carbone. Et si ce gaz entrait en contact avec le marbre, il se transformerait en carbonate de calcium, ce qui pourrait fissurer les minarets du Taj Mahal. Une légende dit que l'ouverture de ces portes libérerait une terrible malédiction emprisonnée dans les chambres souterraines du mausolée. Un petit bonus du Canada. La porte de la chambre 873. C'est une chambre du Fairmont Banff Springs Hotel, ouvert en 1888. Voici l'histoire. Il y a des dizaines d'années, un crime a été commis dans cette chambre. Après l'enquête, l'administration de l'hôtel a décidé de réaménager la chambre et de continuer à la louer à d'autres voyageurs. La rumeur dit que les hôtes logeant dans cette chambre avaient été témoins d'étranges phénomènes. Ils entendaient des bruits bizarres et la télé de la chambre ne cessait de clignoter. On dit que la porte de la chambre 873 a été murée avec des briques. Les hôtes curieux qui ont entendu parler de ces histoires traînent dans les couloirs là où se trouvait l'entrée de la chambre en tapant sur les murs pour contacter d'éventuels fantômes. Laquelle de ces portes voudrais-tu ouvrir ? Personne ne s'attendait à une tempête aussi forte. Regagner la côte est trop dangereux à cause des vagues et des vents violents. Mais soudain, tu remarques une petite île verte à quelques distances. Avec ton ami, vous vous trouvez à environ 40 km de la côte du Brésil. Vous étiez en train de pêcher et n'avez pas remarqué les nuages noirs qui s'amoncelaient dans le ciel bleu. Vous vous approchez de l'île inconnue et vous apercevez les gardes-côtes derrière vous. Les hommes vous crient quelque chose, mais tu ne comprends pas ce qu'ils disent à cause du tonnerre qui fait rage. Ils nous disent de ne pas nous approcher de l'île, te dit ton ami. Malgré l'avertissement, vous naviguez quand même jusqu'à elle, car vous n'avez pas d'autre solution.
Tout autour de l'île, tu remarques des rochers pointus qui sortent de l'eau comme des couteaux dans l'obscurité. Tu réalises maintenant ce contre quoi les gardes-côtes t'ont mis en garde, mais il est trop tard. Ton bateau heurte un rocher. Le fond est percé. Vous commencez à couler. La pluie et le vent sont de plus en plus violents. Vous tombez tous les deux par-dessus bord, puis tout devient noir. Au matin, le soleil brûlant et ta bouche sèche te réveillent. Ton ami et l'épave du bateau gisent non loin. Apparemment, il va vous falloir attendre l'arrivée des secours pour repartir d'ici. Maintenant, à la lumière du jour, tu constates à quel point la côte de l'île est dangereuse. Elle est toute entourée de rochers et vous avez de la chance d'avoir survécu. Vous en aller d'ici sera difficile. Avec ton compagnon, vous décidez de chercher des noix de coco et des bananes. Ton ami fouille dans l'épave et en sort un sac de médicaments. Puis, tous les deux, vous quittez la plage de sable et pénétrez dans la jungle. Au bout de quelques pas seulement, tu entends un sifflement étrange. Tu regardes ton ami, ses yeux sont remplis d'horreur. Un frisson parcourt ton dos. Tu sens quelque chose qui rampe sous tes pieds. C'est comme si le sol était vivant. Tu baisses les yeux et ce que tu vois, ce sont des serpents. Il y en a des dizaines. Ils s'enroulent autour de tes jambes, se glissent entre les arbres, il y en a partout. Ne bouge pas, te dit ton ami. Je crois que je sais où nous sommes. Tu veux lui poser une question, mais la peur t'empêche de parler. Il devine ce que tu voulais dire et répond à ta question. Nous sommes dans l'un des endroits les plus dangereux sur Terre, l'île aux serpents du Brésil. Ce ne sont pas des serpents ordinaires, il s'agit de trigonocéphales insulaires, l'un des reptiles les plus venimeux au monde. On ne les trouve nulle part ailleurs sur la planète, seulement sur cette île. Ils ont évolué ici naturellement, sans l'intervention d'autres espèces de serpents. Cela a rendu leur venin 5 fois plus puissant que celui des vipères ordinaires. Ils sont pratiquement les seuls propriétaires de ce lieu. Tu ne trouveras nulle part ailleurs dans le monde une telle concentration de reptiles rampants sur un si petit bout de terre. Et maintenant, ils sont heureux car 2 copieux repas viennent d'arriver. Vous avez peu de chances de survivre, mais vous allez essayer. La première chose que tu dois faire, c'est sortir de ta stupeur et trouver un solide bâton. C'est le meilleur outil dont tu puisses disposer pour l'instant. Si tu tombes sur un serpent venimeux, le mieux à faire est de reculer lentement. Mais là, ils sont bien trop nombreux, et ils sont agressifs et affamés. Avec ton ami, vous repoussez les serpents avec vos bâtons, mais il y en a de plus en plus. L'un d'eux tombe d'un arbre sur ton épaule et te mord au cou. Le poison pénètre instantanément dans ton sang et affecte tes muscles. Tu as l'impression que ton corps est en train de fondre. Il t'est difficile de bouger et ton cou se met à gonfler. Ton ami t'attrape et t'emmène au plus profond de la jungle. Ici, parmi les arbres, vous voyez un vieux phare. Le bâtiment détonne vraiment dans ce paysage. Une fois par an, les gardes-côtes s'y rendent. Ton ami défonce la porte et te dépose par terre. Tu as peur de ne pas pouvoir survivre à la morsure, mais heureusement, ton ami est médecin. Il t'injecte l'antidote nécessaire et te sauve la vie. Tu as quelques minutes pour te reposer avant qu'un autre danger ne survienne. Ton ami te dit que ces serpents uniques au monde sont apparus ici il y a des milliers d'années. Cette île a longtemps fait partie du Brésil, puis des crues gigantesques l'ont séparée du continent. Cette partie de la Terre s'est retrouvée coupée du monde, ce qui a favorisé la formation d'un écosystème unique. Les vipéridés qui vivaient ici ont lentement évolué pour devenir des trigonocéphales insulaires. Et ceux-ci sont rapidement devenus les maîtres de l'île, éliminant tous les autres animaux. Mais comment ont-ils réussi à survivre sans nourriture, séparés du reste du monde ? Ils y sont parvenus grâce à la nature et à l'évolution. Cette île est un point de transit pour de nombreux oiseaux. Ils s'arrêtent ici pour se reposer lors de leur longue migration. Et ils servent de repas aux serpents. Autrefois, une morsure de serpent ne faisait presque rien aux oiseaux. Effrayés, ils s'envolaient, laissant les serpents sur leur faim. Mais en évoluant, ces créatures rampantes ont développé un poison si puissant qu'une seule morsure suffit maintenant pour qu'un oiseau ne puisse plus jamais repartir. Il existe aussi une légende selon laquelle un pirate aurait caché un trésor ici il y a très longtemps. Et pour que personne ne le découvre jamais, il aurait introduit ces serpents, les gardiens de son or. Bien sûr, personne ne trouvera jamais ce coffre légendaire, mais l'île demeure aujourd'hui encore attrayante pour les pirates modernes. Les trigonocéphales insulaires sont une marchandise précieuse, et des personnes mal intentionnées se rendent souvent ici pour chasser ces reptiles. C'est pourquoi il y a toujours des gardes-côtes autour de l'île. Il est interdit de visiter cet endroit. Et même si quelqu'un parvient à passer les gardes, il devra affronter les rochers.
Seuls des biologistes et des scientifiques ont le droit de s'y rendre pour étudier la faune locale. Mais une condition essentielle à toute visite est la présence d'un médecin dans l'équipe qui administrera l'antidote en cas de morsure. Alors voilà, il y a des pirates et des dangereux serpents sur cette île, mais ce n'est pas tout. Il y a pire. Tu entends des bruissements dans tout le bâtiment. Des milliers de petites pattes pianotent sur les murs et le sol. Tu regardes autour de toi et tu vois des centaines de cafards géants. Certains font la moitié de ta main. Ils se glissent sous tes vêtements. Avec ton ami, vous hurlez de terreur et vous vous précipitez hors du phare. Bientôt, vous atteignez la rive et tombez dans l'eau. Il semble qu'il n'y ait plus un seul cafard sous ta chemise. Mais ce n'est pas fini. Tu entends un étrange bourdonnement. Tu regardes autour de toi et tu vois un nuage sombre se former dans le ciel. Ce sont des sauterelles. Des milliers d'insectes volants se dirigent vers toi. Pour les éviter, tu plonges sous l'eau et tu attends que le nuage passe. Tu remontes à la surface et tu nages jusqu'au rivage. Heureusement, il n'y a presque pas de serpents ici. Vous avez peur de vous approcher de la jungle et vous attendez pendant des heures l'arrivée des secours. Tu dessines nerveusement quelque chose dans le sable et tu te promets de ne jamais revenir dans cet endroit. Enfin, vous apercevez le bateau des sauveteurs. Vous leur dites que vous êtes arrivé ici par accident. Ils vous croient et vous évacuent de l'île. Pendant que vous vous éloignez, tu penses à ce qui se passerait si tous ces serpents venimeux apparaissaient soudain dans un village ou une petite ville. Il est difficile d'imaginer le genre de problème auquel les gens seraient confrontés. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Il existe un endroit sur Terre où les humains doivent partager leur quotidien avec des cobras venimeux. Mais cela ne pose pas de problème. Dans ce village, les gens vivent en paix et en harmonie avec les reptiles. Bienvenue au village de Sheptal en Inde. Cet endroit a une population d'environ 2600 habitants et il est situé dans la jungle. Il y fait très chaud, les gens y sont accueillants et sensibles. Si tu entres dans une maison, tu verras quelque chose qui te semblera impossible. Le cobra royal, dont le venin est l'un des plus dangereux au monde, rampe tranquillement parmi les meubles et mange les œufs et la viande que les gens lui donnent. Il y a même un coin spécial où le reptile peut se reposer du soleil brûlant, boire de l'eau et grignoter. Les habitants aiment le cobra comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie. Dans ce village, ces serpents sont partout. Ils entrent dans les maisons et les écoles, rampent le long des rues et te tiennent compagnie pendant le dîner. Les gens les considèrent comme des résidents à part entière. Ils les adorent. Les cobras sont habitués aux hommes et ne les perçoivent pas comme dangereux. Et le plus cool, c'est qu'il n'y a jamais eu d'accident tragique dans ce village à cause d'une morsure. Il n'existe aucun autre endroit au monde où les cobras vivent en telle harmonie avec les gens. Partons à la découverte d'une ville entourée de montagnes et de forêts au nord de l'État de New York. Cette ville, Lake George, est située au bord d'un grand lac. Beaucoup de gens s'y rendent pour pêcher, faire du bateau et d'autres activités aquatiques. Tu peux y croiser de nombreux pêcheurs, des athlètes et ce gars qui crie sur la rive du lac. Lake George est l'un des endroits les plus populaires au nord de... Attends une seconde, quoi ? Un gars qui crie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est bien ça. Les gens s'approchent de la rive, se tournent vers le lac et les montagnes et se mettent à crier très fort. C'est assez bizarre vu de l'extérieur. Voilà un jeune homme qui crie, puis il part. Une fille prend sa place. Elle crie, puis te propose de faire la même chose. Ok. Tu prends sa place, tu te tournes vers le lac et tu cries. Waouh! Tu entends l'écho de ta voix. C'est comme si tu avais crié dans un mégaphone géant. Ton cri est distordu. C'est incroyable. Tu t'approches encore de la rive et tu cries une deuxième fois. Mais cette fois, plus rien. Tu t'entends crier normalement. Tu te remets exactement au même endroit qu'auparavant et là, ça remarche. Tu entends encore une fois l'écho. Mais comment c'est possible ? Regarde où tu as mis tes pieds, te dit la fille. Tu te tiens sur une plateforme ronde en béton sur laquelle est gravée une boussole. Sur cette boussole, il y a une carte du lac. Dans le centre de cette carte, il y a 2 lignes de la boussole qui se croisent en formant un X. Tous ceux qui se placent exactement à cet endroit entendront un écho incroyable. C'est comme si ton cri passait par une autre dimension avant de revenir vers toi. Mais le mieux, c'est que les personnes qui sont juste à côté n'entendent rien. Ils te voient juste en train de crier normalement. L'écho ne se produit que si l'on est placé sur le X.
Les chercheurs ne parviennent pas à expliquer ce phénomène acoustique et à comprendre les causes de ce comportement des ondes sonores. Ils ne formulent que des hypothèses et des théories. La plateforme en béton est entourée par un petit mur en demi-cercle qui longe le lac. Certaines personnes pensent que la voix rebondit sur ce mur en créant un effet particulier. On peut trouver ce genre de mur en demi-cercle dans de nombreux endroits, mais aucun ne crée un tel effet. Il y a une autre théorie selon laquelle les montagnes et l'eau créeraient cet écho. Une ancienne légende raconte qu'une créature magique est apparue à cet endroit. Elle aurait crié vers l'eau et sa sagesse résonne sur le lac depuis. Je crois plutôt que la voix rebondit sur le mur, mais bon, passons à la visite de l'endroit suivant. Un autre endroit incroyable. En Californie cette fois. Bienvenue sur le lac Berryessa. Approche-toi de la rive et regarde. Tout a l'air normal. La nature autour est luxuriante, l'eau est claire et calme. Mais il y a un trou énorme dans ce lac, par lequel s'écoulent chaque seconde des millions de mètres cubes d'eau. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de naturel, ni une porte de l'enfer. C'est le Glory Hole, et il a été créé par les êtres humains. Le lac Berryessa se situe là où se trouvait la ville agricole de Monticello. Au siècle dernier, les habitants ont construit une digue à côté du lac. Lors des saisons pluvieuses, l'eau s'accumulait et débordait de la digue. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont créé ce grand trou. Pour te donner une idée de sa taille, imagine une fourmi qui se balade sur le bord de ta baignoire pendant que de l'eau s'écoule par le drain de celle-ci. Voilà, ce Glory Hole a la taille du trou de drainage pour la fourmi. L'eau est acheminée par un tunnel horizontal vers la baie la plus proche. Le Glory Hole est une attraction locale et il est visité par beaucoup de touristes. Déplaçons-nous dans les Caraïbes pour découvrir un autre lieu fascinant. Au milieu de la mer turquoise, sur l'une des îles paradisiaques, se trouve un lac unique. Toute la forme environnante ressemble à une plateforme en béton. Mais tu ne peux pas te baigner dans ce lac. Sa température est si élevée qu'il dégage de la vapeur. Cette eau n'est pas vraiment de l'eau, mais de l'asphalte liquide. Le lac Peach est le plus grand réservoir de bitume naturel au monde. Il atteint les 75 mètres de profondeur. Un avion de ligne pourrait s'y écraser en position verticale et y couler entièrement. Le lac n'a pas encore été étudié minutieusement. Il pourrait y avoir un creux dans la croûte terrestre situé sous le lac. Des gaz naturels et du pétrole passent par cette ouverture en se mélangeant avec l'eau. Puis, après plusieurs réactions chimiques, ce liquide se transforme en asphalte. On estime que ce lac contient 10 millions de tonnes de matière brûlante. En théorie, aucun être vivant ne peut se développer dans de telles conditions, mais les chercheurs y ont découvert une colonie de microbes. Cela signifie que la vie pourrait exister en dehors des conditions de notre planète. Il y a plusieurs lacs d'hydrocarbures sur la surface de la plus grande lune de Saturne, Titan, qui ressemble au lac Peach. Et si les formes de vie les plus simples existent dans ce lac d'asphalte, elles pourraient peut-être aussi survivre sur Titan. Encore un lac peu banal. Il se situe dans la région la plus sèche du monde. Il ne s'agit pas du désert avec ses dunes et ses plaines de sable infinies. Il s'agit de l'Antarctique. Une zone sèche n'est pas forcément une zone chaude. C'est une zone sans précipitation. Un lieu désert n'est pas un lieu chaud avec du sable, c'est un lieu sans vie. On retrouve ces caractéristiques dans certains coins de l'Antarctique. Il y fait tellement froid qu'une tasse de thé se congèle en 1 minute. Mais le lac qui nous intéresse ne gèle pas. C'est plutôt une mare d'ailleurs, car elle est petite et peu profonde. C'est une mare d'eau froide. Cette eau ne gèle pas, parce que le lac Don Juan, c'est son nom, est l'un des réservoirs les plus salés du monde et ce sel empêche l'eau de geler. Le plus intéressant, c'est que les chercheurs ne savent toujours pas comment le lac s'est formé à cet endroit. Étape suivante, on part au sud de la Tunisie. En 2014, un lac étrange est apparu de nulle part, en plein milieu du désert. Personne ne sait exactement quand ce lac est né, car cette zone est peu peuplée. Les bergers de passage se sont aperçus les premiers de l'existence de ce lac. Ils en ont parlé aux habitants du coin. Quelques heures plus tard, des centaines de personnes se sont déplacées pour se baigner dans l'eau fraîche. L'endroit était devenu très populaire, mais quelques jours plus tard, un phénomène étrange s'est produit.
l'eau était devenue vert foncé. Les habitants ne se sont pas inquiétés et ils ont continué à se baigner. Mais lorsque les chercheurs se sont intéressés à ce phénomène, ils ont immédiatement interdit la baignade. Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'eau croupie. Ce lac ne se ressource pas grâce à des courants souterrains, ni grâce à la pluie. L'eau est d'abord devenue boueuse et sale, puis ensuite elle est devenue verte. Ce lac contenait des algues et de grandes quantités de bactéries dangereuses pour l'être humain. Les chercheurs ont aussi découvert des réserves de phosphate dans les environs. Cette substance peut se dégrader et devenir radioactive. Les habitants n'ont hélas pas pris les chercheurs au sérieux. Imagine que tu es en train de marcher dans le désert, sous un soleil intense, et d'un coup tu vois un lac vert bien frais. Difficile de résister. La naissance de ce lac reste un mystère. Certains experts pensent qu'il s'agit simplement d'un trou rempli d'eau de pluie. L'eau s'est probablement accumulée à l'ombre des pierres qui entourent le canyon. Mais selon une autre théorie, plus inquiétante, ce lac se serait formé à la suite d'un tremblement de terre. L'activité sismique a probablement cassé la croûte terrestre au-dessus d'une nappe phréatique. Les sources souterraines se sont infiltrées en surface et ont rempli cette crevasse. Cela signifie que toute cette eau pourrait être drainée d'un coup. C'est un peu comme si tu enlevais le bouchon de ta baignoire. Un autre petit tremblement de terre pourrait tout chambouler. Et dans un tel cas, la terre récupérerait toute l'eau du lac. Espérons qu'il n'y ait pas de nageurs dedans si cela devait arriver.